Il y a des choses que nous cherchons à comprendre et d'autres qui, simplement, nous résistent. Parfois, en retrouvant un vieux cahier oublié dans un tiroir, on tombe sur une écriture qu'on ne reconnaît pas immédiatement. Puis on réalise que c'est la nôtre, celle d'il y a 10 ans, 15 ans, l'écriture d'une personne qu'on était et qu'on n'est plus tout à fait. Les mots sont encore là, lisibles, intacts, alors que la voix qui les a pensés s'est transformée, que le corps qui les a tracés a changé, que la mémoire de ce moment précis s'est effacée. Et pourtant, la trace demeure. Elle survit à l'oubli. Elle traverse le temps comme un pont suspendu entre deux versions de soi. Elle dit quelque chose qui était vrai un jour et qui reste vrai d'une certaine manière, même si on ne s'en souvient plus. Cette permanence étrange de l'écriture, cette capacité qu'elle a de fixer ce qui autrement s'envolerait, de retenir ce qui autrement se perdrait, c'est peut-être là son mystère le plus profond. L'écriture n'est pas seulement une invention technique, un outil pour garder des comptes ou transmettre des ordres, c'est une transformation de la manière dont nous habitons le monde, dont nous nous rapportons au temps, dont nous construisons la vérité. Avant l'écriture, au tout passait par la voix, par le corps, par la présence directe, les histoires se transmettèrent de bouche à oreille, les accords se scellaient par des gestes, les savoirs se préservaient dans la mémoire vivante. Avec l'écriture, quelque chose de fondamental a changé. Le monde est devenu trace. La mémoire qui déborde. Il y a environ 5500 ans, dans les plaines alluviales de Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, là où l'agriculture irriguée permettait des récoltes abondantes, là où les villes commençaient à grandir, quelque chose d'inédit se produisit. Les premières traces d'écriture apparurent. Non pas sous forme de poèmes ou de récits, non pas pour raconter des mythes ou célébrer des dieux, mais pour quelque chose de beaucoup plus prosaïque. Compter des jarres d'orge, noter des livraisons de grains, enregistrer des rations distribuées aux travailleurs, les plus anciennes tablettes d'argile retrouvées à Uruk, cette grande cité du sud de la Mésopotamie, portent des signes simples, des pictogrammes qui représentent des objets, une jarre, un mouton, un panier, accompagné de marques, un numérique. Pourquoi l'écriture est-elle née là, à ce moment précis de l'histoire humaine ? Pendant des dizaines de milliers d'années, les humains avaient vécu sans écriture. Ils avaient construit des sociétés complexes, développé des langages riches, transmis des savoirs élaborés, tout cela sans jamais ressentir le besoin de fixer les mots sur un support durable. Mais vers 3500 avant notre ère, quelque chose avait changé. Les villes grandissaient. Uruk comptait peut-être 40 000 habitants, des dizaines de milliers de personnes vivant ensemble, travaillant ensemble, échangeant ensemble. Les temples accumulaient d'immenses stocks de nourriture, des greniers remplis d'orge et de blé, des enclos pleins de moutons et de chèvres, des ateliers produisant des tissus, des poteries, des outils. Et soudain, la mémoire humaine ne suffisait plus. Un prêtre pouvait peut-être se souvenir de qui avait livré combien de grains la semaine dernière, mais se souvenir des livraisons de 100 personnes sur 6 mois, se souvenir des dettes accumulées, des rations promises, des transactions multiples, c'était trop. La mémoire vivante a ses limites, elle est flexible, adaptable, mais elle ne peut tout contenir, surtout quand les informations sont nombreuses, précises, quand elles concernent des quantités exactes, des dates spécifiques. Et puis, la mémoire est fragile, elle s'efface avec la mort, quand le gardien d'un savoir disparaît. Si ce savoir n'a pas été transmis, il se perd à jamais. Alors, à quelqu'un, quelque part, eut une idée. Plutôt que de tout garder dans sa tête, plutôt que de se fier uniquement à sa mémoire ou à celle d'autrui, on pouvait faire une marque, laisser une trace sur quelque chose de durable. L'argile était partout en Mésopotamie, molle quand elle est humide, dure quand elle sèche, facile à modeler, facile à conserver. Avec un roseau taillé en biseau, on pouvait enfoncer des coins dans l'argile molle, créer des impressions, des signes. Un signe pour orge, un autre pour mouton, des encoches pour compter. Et voilà,
La transaction était fixée, elle ne dépendait plus de la mémoire de quelqu'un. Elle existait indépendamment, sur une petite tablette d'argile qui pouvait être conservée, consultée, âge plus tard, montrée à d'autres. C'était une révolution silencieuse. Pour la première fois dans l'histoire humaine, l'information pouvait exister en dehors de l'esprit humain. Elle devenait externe, objective, vérifiable. Ce n'était pas encore vraiment de l'écriture au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Ces premiers signes ne notaient pas des phrases, ne transcrivaient pas des sons, c'étaient des aides-mémoires, des outils comptables. Mais c'était le début de quelque chose d'immense. Car une fois que l'idée était là, une fois qu'on avait compris qu'on pouvait faire des marques pour se souvenir, il devenait possible d'imaginer autre chose, d'autres usages, d'autres possibilités, d'autres mondes que ces signes pourraient ouvrir. Quand le signe devient son. Les premières tablettes étaient simples, presque enfantines dans leur conception. Un dessin de jarre pour jarre, un dessin de tête de bœuf pour bœuf. Mais très vite, ce système montra ses limites. Comment représenter des concepts abstraits? Comment noter, donner, recevoir, promettre des actions qui n'ont pas de forme visible? Comment écrire des noms propres, le nom d'une personne, le nom d'un lieu, qui ne correspondent à aucun objet dessinable? Les Sumériens, ces habitants de la basse Mésopotamie qui furent parmi les premiers utilisateurs de l'écriture, trouvèrent une solution ingénieuse. Ils commencèrent à utiliser le principe du rébus. Imaginez, en français, vous voulez écrire le mot « amour », difficile à dessiner, mais vous pourriez dessiner « a », « mou », « ré », en utilisant des objets dont les noms se prononcent de manière similaire. C'est exactement ce que firent les Sumériens. Ils utilisèrent des signes pour leur valeur phonétique, pour le son qu'ils représentaient, plutôt que pour leur sens originel. Un signe qui au départ signifiait roseau et se prononçait J en sumérien, pouvait être utilisé pour écrire le son J dans n'importe quel mot, même si ce mot n'avait rien à voir avec un roseau. Progressivement, au fil de plusieurs siècles, l'écriture sumérienne devint un système mixte combinant des logogrammes, des signes qui représentent des mots entiers et des phonogrammes, des signes qui représentent des sons. Cette transformation n'était pas planifiée. Personne ne s'est assis un jour pour inventer un système d'écriture complet. Elle s'est faite lentement, par tâtonnement, par nécessité. Chaque génération de scribes héritait du système de la précédente, y ajoutait ses innovations, ses simplifications, ses extensions. Les signes eux-mêmes évoluaient, les pictogrammes initiaux, reconnaissables comme des dessins d'objets, devenaient plus abstraits, plus stylisés, plus rapides à tracer. Le dessin d'une tête de bœuf se simplifiait en quelques coins enfoncés dans l'argile, le dessin d'un pied devenait un signe géométrique. Et un jour, peut-être sans même s'en rendre compte pleinement, les scribes réalisèrent qu'ils pouvaient écrire en n'importe quoi, n'importe quelle pensée, n'importe quelle parole, n'importe quel récit. L'écriture n'était plus seulement un outil comptable, elle était devenue un miroir du langage lui-même. Cette découverte, que les signes peuvent capturer les sons de la parole, et donc toute la richesse de la langue, fut faite indépendamment dans plusieurs régions du monde. En Égypte, les hiéroglyphes émergèrent peu après l'écriture cunéiforme mésopotamienne, peut-être influencée par l'idée d'écrire, mais développant leur propre système. En Chine, vers 1500 avant notre ère, des caractères apparurent sur des os et des carapaces de tortues utilisés pour la divination et qui deviendront la base de l'écriture chinoise. En Mésoamérique, les Olmèques puis les Mayas développèrent leur propre système d'écriture, sans aucun contact avec l'ancien monde. Chaque système était unique, reflétait la structure de sa langue, la vision du monde, de sa culture. Mais tous partageaient quelque chose de fondamental. Ils transformaient l'invisible en visible, l'éphémère en permanent, la voix en trace. Ils permettaient aux mots de voyager sans le corps, de survivre sans la voix,
de demeurer quand la présence s'était effacée. L'argile et la dette. Il est révélateur que l'écriture soit née dans un contexte de transaction, d'échange, de dette et de créance. Car l'écriture a un pouvoir particulier dans ces domaines. Elle fixe, elle rend indiscutable, elle crée une vérité qui peut être consultée. Avant l'écriture, si quelqu'un prétendait que vous lui deviez 10 moutons et que vous prétendiez n'en devoir que 5, c'était votre parole contre la sienne. Il fallait des témoins, des médiateurs, la mémoire collective. Avec l'écriture, la tablette devenait le témoin. Elle disait ce qui avait été convenu, et cette trace ne changeait pas, ne s'adaptait pas, ne se modifiait pas selon les intérêts de chacun. Enfin, théoriquement. Car bien sûr, celui qui écrivait, celui qui contrôlait l'écriture, avait un pouvoir immense. Dans les premières cités, sumériennes, l'écriture était l'apanage des temples. Les scribes étaient des prêtres ou travaillaient pour les prêtres. Ils étaient les seuls à maîtriser cet art complexe. Apprendre à lire et écrire le cunéiforme prenait des années. Il fallait mémoriser des centaines de signes, comprendre leurs multiples usages, leurs valeurs phonétiques et logographiques. C'était un savoir spécialisé, rare, précieux. Et ce savoir donnait un pouvoir considérable. Le scribe pouvait décider ce qui était écrit, comment c'était écrit, ce qui était conservé et ce qui ne l'était pas. Il pouvait authentifier, valider, donner force de loi à certaines transactions et pas à d'autres. Les scribes formaient une classe à part, respectée, parfois crainte. Ils servaient d'intermédiaires entre le monde des illettrés et celui de l'écrit. Dans certaines sociétés anciennes, on les voyait presque comme des magiciens, capables de faire parler les signes, de capturer les paroles et de les emprisonner dans l'argile ou sur le papyrus. L'écriture est rapidement devenue un instrument de pouvoir politique et religieux. Les rois faisaient graver leurs exploits sur des stèles, leurs lois sur des pierres monumentales, leurs décrets sur des tablettes distribuées dans tout le royaume. Ces inscriptions servaient à proclamer, à imposer, à faire connaître la volonté du souverain. Mais elles servaient aussi à construire une mémoire, à façonner l'histoire, à déterminer ce qui serait retenu et ce qui serait oublié. Le roi Hammurabi de Babylone, vers 1750 avant notre ère, fit graver un code de loi sur une grande stèle de basalte noir, 2,40 m de hauteur, couverte de textes cunéiformes. Ce code, composé de 282 lois, régissait tous les aspects de la vie sociale, du commerce à la famille, des propriétés au crime. En le gravant dans la pierre, Hammurabi ne faisait pas que communiquer ses lois, il les rendait permanentes, incontestables, il les inscrivait dans le temps comme vérité durable. La stèle était placée dans un lieu public où tous pouvaient la voir, même si très peu savaient la lire. Sa présence matérielle imposante affirmait l'autorité du roi et l'immuabilité de ses Oloïs. Mais l'écriture servait aussi à des fins plus quotidiennes, plus humaines. Les archives des palais et des temples regorgent de lettres, de contrats de mariage, d'adoption, de vente de maisons, de terrains. Des gens ordinaires, des marchands, des artisans s'adressaient aux scribes pour faire rédiger des documents qui scellaient leurs accords, qui protégeaient leurs droits. L'écriture permettait de dépasser la confiance personnelle, de créer des liens qui survivaient aux individus, de construire des institutions durables. Elle rendait possible une société plus complexe, plus étendue, où des milliers de personnes pouvaient coopérer sans nécessairement se connaître, en s'appuyant sur des traces écrites plutôt que sur des relations directes. Un marchand de Babylone pouvait faire affaire avec un marchand d'Égypte sans jamais l'avoir rencontré, parce qu'un contrat écrit garantissait l'engagement. Un fils pouvait hériter des terres de son père en présentant un testament écrit, même si tous les témoins de la rédaction étaient morts. L'écrit créait une continuité, une stabilité, une prévisibilité qui n'existait pas dans le monde purement oral. Les sceaux et la promesse gravée.
Avant même que l'écriture ne se développe pleinement, avant que les signes ne puissent noter des phrases complètes, une autre forme de trace existait. Les sceaux, de petits cylindres de pierre, gravés de motifs, d'images, de symboles, qu'on roulait sur l'argile molle pour y laisser une empreinte unique. Chaque sceau était différent, portait la marque de son propriétaire, comme une signature, comme une présence matérialisée. Quand un marchand scellait une jarre de grains, quand un officiel authentifiait un document, quand un souverain approuvait un traité, il apposait son sceau, et cette empreinte disait « J'étais là, j'ai vu ceci, je garantis cela ». Le sceau était plus qu'un simple outil d'identification. C'était une extension de la personne elle-même. Voler le sceau de quelqu'un, c'était voler son identité, sa capacité à agir dans le monde, son pouvoir de valider et d'authentifier. Les sceaux étaient précieusement gardés, souvent portés en pendentif autour du cou pour qu'ils ne quittent jamais leur propriétaire. Certains sceaux royaux étaient d'une beauté extraordinaire, taillés dans la cornaline, le lapis lazuli, l'agate, gravés avec une précision microscopique. On y voyait des scènes mythologiques, des rois chassant des lions, des dieux recevant des offrandes, des créatures fantastiques. Mais au-delà de leur beauté, ces sceaux accomplissaient quelque chose de profond. Ils transformaient une action éphémère, le geste d'apposer le sceau, en une trace permanente. L'empreinte restait, même quand la main s'était retirée, même quand la personne était partie, même après sa mort. Cette idée qu'on peut laisser une marque qui nous survit, qui continue à agir en notre absence, est au cœur de l'écriture. Un texte est comme un sceau géant, une empreinte complexe de la pensée qui demeure quand le penseur a disparu. Et comme le sceau, le texte engage, il crée une responsabilité, une promesse. Quand un roi faisait graver ses lois, il les scellait de son sceau royal, et ce sceau disait « Ceci vient de moi, j'en réponds ». L'empreinte était une forme de serment, de garantie, elle liait celui qui la posait à ce qui était écrit. Et cette liaison survivait au moment présent, elle s'étendait dans le futur, créait des obligations durables. Nous avons perdu l'usage des sceaux, mais nous gardons l'idée qu'ils incarnaient. Quand nous signons un document, quand nous authentifions un message électronique avec une signature numérique, nous faisons essentiellement la même chose. Nous disons « Ceci vient de moi, je le reconnais comme mien, j'en accepte les conséquences ». L'écriture n'est pas neutre, elle n'est pas seulement information, elle est engagement, elle est trace de celui qui écrit, empreinte de sa présence. Et c'est peut-être pour cela qu'elle nous touche, qu'elle a du poids, même à l'ère du numérique où tout semble si léger. Parce qu'au fond, écrire, c'est toujours apposer son sceau, laisser une empreinte, se lier à ce qu'on trace. Oh, la voix qui devient pierre. Mais l'écriture n'a pas seulement transformé la gestion des biens et des dettes, elle a transformé la manière dont les humains se rapportaient au savoir lui-même. Avant l'écriture, et tout savoir était incarné. Il vivait dans des corps, dans des voix, dans des gestes. Un artisan enseignait son métier à son apprenti en montrant, en guidant ses mains, en corrigeant ses erreurs. Le savoir se transmettait par imitation, par pratique, par présence partagée. Un aîné racontait les mythes au coin du feu et dans sa voix, dans ses intonations, dans les variations qu'il apportait à chaque récit, vivait toute la richesse de la tradition orale. Cette transmission était vivante, flexible, elle s'adaptait à chaque auditoire, à chaque situation. Le conteur pouvait ajouter des détails, omettre des passages, répondre aux questions. Le savoir était une conversation. Avec l'écriture, le savoir changeait de nature. Il devenait fixe, stable, détaché de son porteur original. Un texte écrit dit toujours la même chose, peu importe qui le lit, peu importe quand il est lu, les mots ne varient pas, ne s'adaptent pas, ne répondent pas. Cette fixité avait des avantages évidents. Le texte pouvait être conservé,
copié, transmis à travers les générations sans déformation, sans perte. Les premiers grands textes littéraires que nous connaissons, comme l'épopée de Gilgamesh, ont été préservés parce qu'ils ont été écrits, gravés sur des tablettes d'argile qui ont survécu pendant des millénaires. Sans l'écriture, ces récits se seraient transformés au fil des générations, auraient peut-être complètement disparu, comme tant d'autres traditions orales dont nous ne saurons jamais, rien. Mais cette fixité avait aussi un coût. Le texte écrit perd quelque chose de la chaleur de la voix, de la présence du corps, de la relation directe entre celui qui sait et celui qui apprend. Platon, le philosophe grec du IVe siècle avant notre ère, exprimait déjà cette inquiétude. Dans un de ses dialogues, le Phèdre, il fait dire à Socrate que l'écriture affaiblit la mémoire, parce que les gens ne font plus l'effort de retenir, ils se fient aux traces externes. Il dit aussi que l'écriture est muette, qu'un texte ne peut pas répondre aux questions, ne peut pas se défendre contre les malentendus, ne peut pas s'adapter à celui qui le lit. Pour Platon, le vrai savoir ne pouvait exister que dans le dialogue vivant, dans l'échange de paroles entre des personnes présentes. L'écriture n'était qu'une ombre, une image appauvrie de cette vraie connaissance. Et pourtant, ironie de l'histoire, c'est précisément grâce à l'écriture que nous connaissons la pensée de Platon. Ces dialogues ont été écrits, copiés, transmis, et c'est pour cela qu'ils nous sont parvenus. Cette tension entre la parole vivante et l'écriture fixe traverse toute l'histoire humaine. Dans de nombreuses traditions religieuses, il y a une méfiance vis-à-vis de l'écriture, une conviction que le savoir, le plus profond, ne peut être qu'oral, transmis de maître à disciple dans une relation intime. Dans l'hindouisme ancien, les Védas, les textes sacrés les plus anciens, ont été transmis oralement pendant des siècles avant d'être finalement écrits, et même après leur mise par écrit, la tradition orale a conservé un prestige supérieur. Les brahmanes apprenaient les Védas par cœur, des milliers de vers mémorisés avec une précision absolue, préservés par des techniques mnémotechniques sophistiquées. Pour eux, la récitation vivante, avec ses intonations précises, ses rythmes, était le vrai texte. L'écrit n'était qu'un aide-mémoire, une béquille. De même, dans l'islam, le Coran est avant tout un texte à réciter. Son nom même, Qur'an, signifie récitation, et bien qu'il ait été écrit très tôt, la mémorisation complète du texte par les hafiz, ceux qui le savent par cœur, reste hautement valorisée. L'écriture crée donc une distance, en séparation entre le savoir et celui qui sait, entre le message et celui qui l'énonce. Mais cette distance permet aussi quelque chose de nouveau. Elle permet la critique, l'analyse, la comparaison. Quand un texte est fixé par écrit, on peut le relire, le comparer à d'autres textes, remarquer des contradictions, des évolutions, des variations. C'est ainsi que naît la philologie, l'étude critique des textes qui cherche à comprendre comment ils ont été composés, transmis, modifiés. C'est ainsi que naît aussi l'histoire, au sens moderne, parce que l'écriture permet d'avoir accès à des témoignages du passé, de les confronter, de les interroger. Sans écriture, le passé est ce que la mémoire collective en fait, il se transforme, en constamment s'adapte aux besoins du présent. Avec l'écriture, le passé devient autre chose, il résiste, il témoigne, il peut contredire la version officielle, révéler ce qu'on voudrait oublier. Le grain devient nombre. L'une des transformations les plus profondes qu'apporte l'écriture concerne notre rapport aux quantités, au nombre, au calcul. Les premiers textes écrits étaient incomptables. Nous l'avons vu, des listes de biens, des inventaires, des comptes. Mais compter par écrit n'est pas la même chose que compter oralement. Quand vous comptez de tête ou en utilisant des cailloux, des bâtons, vous manipulez des quantités de manière concrète. Vous pouvez voir, toucher, déplacer. L'écriture abstraitise le nombre. Elle en fait un signe, un symbole qui peut être manipulé selon des règles.
Les Sumériens développèrent un système de numération positionnelle en base 60, un système d'une grande sophistication qui leur permettait de noter de très grands nombres et d'effectuer des calculs complexes. Ils pouvaient additionner, soustraire, multiplier, diviser, extraire des racines carrées, tout cela en manipulant des symboles écrits selon des procédures établies. Ce passage du concret à l'abstrait, de la manipulation physique à la manipulation symbolique, ouvrait des possibilités nouvelles. On pouvait calculer des surfaces de champs, des volumes au grenier, prévoir des récoltes, planifier des constructions, tout cela sur des tablettes, avant même de commencer le travail physique. L'écriture permettait de penser le monde de manière quantitative, de le mesurer, de le comparer, de le prévoir. Et avec cette quantification vint une nouvelle forme de pouvoir, le pouvoir de celui qui sait calculer, qui peut transformer le monde en chiffres, qui peut prédire et planifier. Les scribes devinrent indispensables aux grands travaux, aux campagnes militaires, à l'administration des royaumes, parce qu'ils savaient sur combien de briques il fallait pour construire une muraille, combien de rations pour nourrir une armée, combien de jours de travail pour creuser un canal. Le monde devenait mesurable, calculable, prévisible, du moins en partie. Cette transformation n'était pas seulement pratique, elle était aussi philosophique. Elle changeait la manière dont les humains concevaient la réalité, de quelque chose de vivant, de changeant, de qualitatif. Elle devenait aussi quelque chose de fixe, de quantifiable, de réductible à des nombres. Une récolte n'était plus seulement abondante ou maigre, bonne ou mauvaise, elle était de tant de boisseaux, de tant de mesures exactes. Un troupeau n'était plus grand ou petit, il comptait précisément 87 têtes. Cette précision permettait une gestion plus efficace, mais elle transformait aussi la relation au monde. Elle introduisait une distance, une médiation par les chiffres. Et cette distance pouvait être aliénante, réduire les choses vivantes à de simples quantités, les animaux à des unités comptables, les personnes à des travailleurs mesurés par leur rendement. Pourtant, cette abstraction mathématique ouvrait aussi la voie à la science. Les Babyloniens, héritiers des Sumériens, développèrent une astronomie mathématique remarquable. Ils observaient les mouvements des planètes, les notaient sur des tablettes et découvraient des régularités, des cycles. Ils pouvaient prédire les éclipses, calculer la position des planètes dans le futur, tout cela en utilisant des tables de nombres, des calculs écrits. Sans l'écriture, ces connaissances auraient été impossibles parce qu'elles nécessitaient l'accumulation de données sur des décennies, des siècles, leur comparaison, leur analyse. L'écriture permettait de construire un savoir cumulatif où chaque génération pouvait s'appuyer sur le travail de la précédente, ajouter ses propres observations, affiner les calculs. C'est ainsi que naquit quelque chose de véritablement nouveau, une connaissance qui transcendait l'expérience individuelle, qui existait dans les textes, dans les archives, dans les bibliothèques. Une connaissance qui pouvait grandir, se corriger, s'améliorer, génération après génération, parce qu'elle n'était plus enfermée dans les limites d'une mémoire humaine, mais inscrite dans des traces durables. Le calendrier et le temps mesuré. L'écriture a transformé non seulement notre rapport aux objets, aux quantités, mais aussi au temps lui-même. Avant l'écriture, le temps était vécu, ressenti, marqué par les saisons, les cycles lunaires, les rythmes naturels. On savait qu'il fallait semer quand les hirondelles revenaient, récolter quand telle étoile apparaissait à l'horizon, célébrer tel rituel à la pleine lune. Le temps était qualitatif, chaque moment avait sa texture propre, son caractère, son sens. Avec l'écriture, le temps est devenu quelque chose qu'on pouvait noter, compter, découper en unités égales. Les premiers calendriers écrits apparurent en Mésopotamie et en Égypte, des systèmes complexes pour suivre les jours, les mois, les années. Ces calendriers servaient d'abord des fins religieuses, savoir quand célébrer les fêtes, quand accomplir les sacrifices, quand les dieux exigeaient tel ou tel rituel. Mais ils servaient aussi des fins pratiques,
agricole, administrative. En Égypte, le calendrier était lié à la crue du Nil, cet événement annuel qui fertilisait les terres, permettait les récoltes. Les prêtres astronomes observaient le ciel, notaient le moment où Sirius, l'étoile la plus brillante, réapparaissait à l'aube après une période d'invisibilité. Cette réapparition, appelée le lever héliaque de Sirius, coïncidait avec le début de la crue, marquait le début de l'année. En notant ces observations année après année, sur des papyrus, sur des pierres, il construisait un savoir cumulatif, une carte du temps. Les Mayas, de l'autre côté de l'océan, développèrent un des systèmes calendaires les plus sophistiqués jamais créés. Ils utilisaient en fait plusieurs calendriers simultanément. Le Tzolk'in de 260 jours, le Ab de 365 jours et le compte long qui mesurait de très grandes périodes de temps. Ces calendriers s'entrelaçaient, créant des cycles dans des cycles, une conception du temps à la fois circulaire et linéaire. Les Mayas notaient méticuleusement les dates sur leurs stèles, dans leurs codex. Ils dataient les événements historiques, les naissances de rois, les batailles, les cérémonies. Cette pratique de dater, de situer précisément chaque événement dans le temps, transformait l'histoire. Elle n'était plus seulement une suite vague de générations, au temps de nos ancêtres, il y a longtemps. Elle devenait une séquence précise, mesurable, vérifiable. On pouvait dire « ceci s'est passé tant de jours après cela, ce roi a régné de telle année à telle année ». Cette quantification du temps avait des conséquences profondes. Elle permettait de coordonner des actions à distance, de planifier des rendez-vous, des campagnes militaires, des expéditions commerciales. Elle permettait aussi de mesurer la durée, de savoir combien de temps avait duré un règne, une construction, une guerre. Quand le temps devenait comparable, on pouvait dire qu'un événement avait duré plus longtemps qu'un autre, qu'une période était plus prospère qu'une autre. Mais en même temps, cette mesure du temps créait une nouvelle forme de pression. Le temps n'était plus seulement vécu, il était compté, et ce qui est compté peut être perdu, gaspillé, manqué. Les contrats commerciaux spécifiaient des délais. Livrer avant telle date, ne pas respecter ce délai avait des conséquences. Les obligations rituelles étaient liées à des dates précises. Célébrer un rite au mauvais moment pouvait offenser les dieux. Le temps mesuré créait l'urgence, la deadline, l'angoisse du retard. Et pourtant, paradoxalement, que l'écriture permettait aussi de suspendre le temps. Un texte écrit fige un moment, une pensée, une parole et les retire du flux temporel. Quand vous lisez un texte écrit il y a 1000 ans, vous touchez directement cette pensée millénaire, sans médiation, sans transformation. Le temps entre l'écriture et la lecture s'efface, disparaît, devient transparent. L'écriture crée donc une relation double au temps. Elle le mesure, le découpe, le rend urgent, mais elle permet aussi de le transcender, de communiquer à travers lui, de créer des liens qui défient sa linéarité. Et c'est peut-être là un de ses plus grands pouvoirs, nous donner accès à d'autres temps, tout en nous rendant conscients d'une autre. Phrasio. Les lettres voyagent seules. Une autre transformation majeure qu'apporte l'écriture concerne la communication à distance. Avant l'écriture, pour communiquer, il fallait être présent, parler face à face, ou envoyer un messager qui transmettrait oralement le message. Mais un messager oral peut déformer le message, involontairement ou volontairement. Il peut oublier des détails, ajouter ses propres interprétations, et surtout, le destinataire ne peut jamais être complètement sûr que ce qu'il entend est exactement ce que l'expéditeur voulait dire. Avec l'écriture, le message devient portable, il peut voyager, traverser de grandes distances et arriver intact. Les archives mésopotamiennes contiennent des milliers de lettres, des rois écrivant à leurs gouverneurs dans des provinces lointaines, des marchands correspondant avec leurs partenaires commerciaux à l'autre bout du monde connu, des épouses écrivant à leurs maris partis en voyage,
Ces lettres sont souvent profondément humaines, elles expriment des inquiétudes, des plaintes, des affections. Une lettre découverte à Mari, une ville de Mésopotamie, montre une reine écrivant à son époux le roi, parti en campagne militaire. Elle se plaint de ne pas recevoir de nouvelles, elle s'inquiète, elle lui reproche son silence. À travers les millénaires, on ressent l'émotion, l'attente, la solitude de cette séparation. L'écriture permettait de maintenir des liens malgré la distance, de rester présent d'une certaine manière même quand le corps était ailleurs. Mais cette présence était étrange, médiatisée. La personne n'était là qu'à travers ses mots. Sa voix était devenue silencieuse, son corps absent. Cette possibilité de communiquer par écrit transforma profondément l'organisation politique et militaire. Un roi pouvait gouverner un empire étendu en envoyant des ordres écrits. Il pouvait recevoir des rapports de ses gouverneurs, des comptes rendus de bataille, des listes de tribus reçues. L'empire perse, au 5e siècle avant notre ère, s'étendait de l'Égypte à l'Indus, un territoire immense, impossible à gouverner sans un système de communication efficace. Les Perses développèrent un service de courrier, le système de poste royal, avec des relais espacés d'une journée de cheval, permettant de transmettre des messages d'un bout à l'autre de l'Empire en quelques semaines. L'historien grec Hérodote décrivait avec admiration ce système, disant que ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni l'obscurité de la nuit n'empêchaient ces messagers d'accomplir leur course. Cette phrase, gravée sur le bâtiment de la poste centrale de New York, témoigne de l'importance durable de cette idée que le message écrit doit parvenir quoi qu'il arrive. Mais l'écriture créait aussi de nouvelles vulnérabilités. Un message oral peut être nié, on peut dire qu'on a mal compris, que ce n'est pas ce qu'on y a voulu dire, qu'il y a eu un malentendu. Un message écrit est une preuve, il engage celui qui l'a écrit, il ne peut être facilement renié. Les lettres pouvaient être interceptées, lues par des ennemis, utilisées comme preuve de trahison. L'histoire regorge d'exemples de lettres qui ont causé la chute de ceux qui les avaient écrites parce qu'elles révélaient des secrets, des complots, des faiblesses. L'écriture rendait vulnérables. Elle créait des traces qui pouvaient revenir hanter leur auteur. Et en même temps, elle permettait de tenir des promesses, de créer des engagements durables, de construire la confiance à travers l'espace et le temps. Un contrat écrit liait les parties même si voyaient plus, même si l'une d'elles mourait, parce que l'écrit survivait, témoignait, obligeait. Ce que l'écriture oublie. Mais si l'écriture préserve, elle oublie aussi. Car tout n'est pas écrit, tout ne peut être écrit. Dans les sociétés anciennes, seule une infime partie de la vie quotidienne était consignée par écrit. L'écriture servait principalement aux affaires officielles, aux transactions importantes, aux textes sacrés. La vie ordinaire, les conversations quotidiennes, les petits gestes, les émotions fugaces, tout cela disparaissait sans laisser de traces. Ce qui était écrit reflétait les intérêts de ceux qui en contrôlaient l'écriture, les rois, les prêtres, les marchands riches, les voix des pauvres, des femmes, des esclaves, des enfants sont largement absentes des archives anciennes, non pas parce qu'ils n'avaient rien à dire, mais parce que personne ne jugeait utile d'écrire leurs paroles. L'histoire écrite est donc une histoire partielle, biaisée. Elle nous montre le monde vu d'en haut, depuis les palais et les temples, mais elle nous cache la vie de la majorité. Et même pour ceux dont les paroles ont été écrites, quelque chose se perd toujours dans la transcription. Un texte écrit ne capture pas le ton de la voix, l'ironie, l'émotion, le sourire ou les larmes qui accompagnaient les mots. Il ne capture pas le contexte, la situation, la relation entre celui qui parle et celui qui écoute. Combien de malentendus naissent de textes écrits, de messages mal interprétés, parce que manquent tous ces indices non-verbaux qui donnent sens aux mots. Un simple merci peut être sincère ou sarcastique, chaleureux ou distant. Comment le savoir dans un texte, sans la voix, sans le regard ?
L'écriture fixe, mais en fixant, elle fige. Elle transforme la pensée fluide en formule arrêtée. Elle donne aux mots une permanence qu'ils n'ont pas dans la parole vivante. Dans un dialogue oral, on peut se reprendre, clarifier, nuancer, reformuler au fur et à mesure qu'on voit la réaction de l'interlocuteur. Dans un texte écrit, tout est déjà dit, est déjà fixé, et celui qui lit ne peut répondre, ne peut demander « Qu'entendez-vous par là ?» C'est peut-être pour cela que tant de traditions spirituelles se méfient de l'écriture, parce que les vérités les plus profondes, celles qui concernent l'expérience intérieure, ne peuvent se dire qu'en présence, dans le dialogue, dans la relation directe de maître à disciple. L'écrit peut transmettre des informations, des concepts, des récits, mais peut-il vraiment transmettre la sagesse, qui est autant une manière d'être qu'un savoir ? Et puis l'écriture crée une illusion, l'illusion que ce qui est écrit est vrai, est complet, est définitif. Mais les textes sont écrits par des humains, avec leurs limites, leurs biais, leurs intentions. Ils peuvent mentir, se tromper, omettre, déformer, volontairement ou non. Les chroniques royales célèbrent toujours les victoires, minimisent les défaites, exagèrent la puissance, proclament la justice du souverain. Faut-il les croire ? Combien de ce qui est écrit correspond à la réalité ? Combien est propagande, construction d'une image ? L'écriture donne l'apparence de l'autorité, de la vérité objective, mais elle reste une création humaine, subjective, partielle. L'alphabet et la démocratisation. Pendant des millénaires, l'écriture resta un art difficile, accessible seulement à une élite de scribes professionnels. Les systèmes, cunéiformes, hiéroglyphiques, chinois, comptaient des centaines voire des milliers de signes différents. Il fallait des années pour les apprendre, une formation intensive, une mémoire exceptionnelle. Mais vers 1200 avant notre ère, une innovation révolutionnaire apparut, l'alphabet. Les peuples du Levant, les Phéniciens notamment, développèrent un système radicalement simplifié. Au lieu de centaines de signes, seulement 22. Chaque signe représentait un son simple, une consonne, et en combinant ces signes, on pouvait écrire n'importe quel mot de la langue. L'idée était géniale dans sa simplicité, décomposer la parole en ses éléments les plus petits, les phonèmes, et créer un signe pour chacun. Oh, cette invention rendit l'écriture accessible. On pouvait apprendre l'alphabet en quelques semaines, quelques mois au plus. L'écriture n'était plus réservée aux scribes professionnels. Les marchands pouvaient tenir leur compte, les artisans noter leurs commandes, les soldats envoyaient des lettres à leurs familles. Les Grecs adoptèrent l'alphabet phénicien, y ajoutèrent les voyelles, créant un système encore plus complet et flexible. Et avec cette démocratisation de l'écriture, vint une transformation culturelle profonde. Dans la Grèce classique, l'alphabétisation se répandit largement parmi les citoyens libres. Athènes devint une société où l'écrit jouait un rôle central. Les lois étaient affichées publiquement, les pièces de théâtre étaient écrites, puis jouées. La philosophie se développait par écrit autant qu'oralement. Cette culture de l'écrit permit l'émergence d'une pensée critique, analytique, réflexive. Quand on peut lire et relire un texte, le comparer à d'autres, réfléchir sur sa cohérence, ses contradictions, on développe des capacités intellectuelles nouvelles. La logique formelle, la géométrie démonstrative, la philosophie systématique, tout cela est difficile sans écriture, parce que cela nécessite de pouvoir examiner des arguments complexes, les décomposer, les analyser pas à pas. Mais même avec l'alphabet, l'écriture restait limitée. Écrire était lent, fastidieux, coûteux. Il fallait du papyrus en Égypte, du parchemin en Europe, de l'argile en Mésopotamie, des matériaux rares ou difficiles à préparer. Chaque livre devait être copié à la main, lettre par lettre, un travail de mois pour un seul exemplaire. Les bibliothèques les plus riches, comme celle d'Alexandrie dans l'Antiquité, comptaient peut-être quelques centaines de milliers de rouleaux, ce qui nous semble dérisoire aujourd'hui,
Mais c'était immense pour l'époque. La plupart des gens, même alphabétisés, possédaient très peu de livres, peut-être aucun. Le savoir restait rare, précieux, difficile d'accès. Et puis vint l'imprimerie. Au XVe siècle de notre ère, Gutenberg en Europe inventa les caractères mobiles métalliques. En permettant d'imprimer des pages rapidement, à de multiples exemplaires, cette invention, combinée avec le développement du papier, moins coûteux que le parchemin, déclencha une véritable révolution. En quelques décennies, des millions de livres furent imprimés, diffusés à travers l'Europe. Le savoir devenait accessible comme jamais auparavant. Une personne de classe moyenne pouvait posséder une bibliothèque, lire des textes venant de cultures différentes, d'époques lointaines. Cette diffusion massive de l'écrit transforma la société européenne, elle permit la réforme protestante qui s'appuyait sur l'idée que chaque croyant pouvait lire la Bible directement, sans médiation du clergé. Elle permit la révolution scientifique, parce que les découvertes pouvaient être publiées, partagées, critiquées, vérifiées par des chercheurs dans différents pays. Elle permit les Lumières, ce mouvement philosophique qui prônait la raison, l'éducation, la diffusion du savoir à tous. L'écriture imprimée créait une sphère publique, un espace de débat où les idées circulaient, s'affrontaient, évoluaient. L'écran et la trace liquide. Et maintenant, nous voici à l'ère du numérique où l'écriture prend encore une nouvelle forme. Sur nos écrans, nous écrivons plus que jamais des messages, des courriels, des publications, des commentaires. L'écriture est devenue instantanée, universelle, continue. Mais cette écriture numérique est différente de tout ce qui a précédé. Elle est éphémère, modifiable, effaçable. Un texte sur un écran peut être édité, corrigé, supprimé à tout moment. Il n'a pas la permanence de l'argile cuite, de la pierre gravée, même du papier imprimé. Les tablettes sumériennes ont traversé 5000 ans, mais combien de nos courriels survivront dans 50 ans, dans 100 ans? Les formats changent, les logiciels deviennent obsolètes, les serveurs sont fermés, les données perdues. Paradoxalement, à l'ère où nous écrivons le plus, où nous produisons des quantités astronomiques de textes, nous créons peut-être la civilisation qui laissera un moins de traces durables. Notre écriture est liquide, volatile, elle coule, se transforme, disparaît. Et cette liquidité change notre rapport à l'écrit. Nous écrivons vite, sans toujours réfléchir, parce que nous savons que nous pouvons modifier, effacer. Nous publions immédiatement, sans le temps de maturation que nécessitait l'écriture manuscrite ou imprimée. L'écrit perd son caractère définitif. Il devient conversation, flux, échange continu. Dans un sens, nous revenons à quelque chose qui ressemble à l'oralité, à la spontanéité de la parole, tout en conservant certains avantages de l'écrit, la distance, la possibilité de réflexion. Mais nous perdons aussi quelque chose, la permanence, le poids, la responsabilité qui vient avec l'acte d'écrire quelque chose de durable. Et puis l'écriture numérique pose de nouvelles questions sur la mémoire, sur l'oubli, sur ce qui mérite d'être conservé. Nous créons tellement de textes, tellement de données, qu'il devient impossible de tout garder, tout lire, tout traiter. Des algorithmes décident pour nous ce qui est important, ce qui mérite notre attention, ce qui sera vu, ce qui disparaîtra dans le bruit. Qui contrôle ces algorithmes contrôle en quelque sorte ce qui sera retenu, ce qui sera oublié, ce qui constituera la mémoire collective de notre époque. C'est un pouvoir immense, comparable à celui qu'avaient les scribes sumériens, mais à une échelle incomparablement plus grande. Quand la nuit garde les mots. Au bout de ce long voyage à travers l'histoire de l'écriture, une chose apparaît clairement. L'écriture n'est pas seulement un outil technique, une invention pratique pour garder des comptes ou transmettre des messages. C'est une transformation profonde de ce que signifie être humain, de notre rapport au temps, à la mémoire, à la vérité,
aux autres, à nous-mêmes. Avec l'écriture, nous sommes devenus capables de parler aux morts, de lire les pensées de personnes mortes il y a des millénaires, de dialoguer avec elles d'une certaine manière. Nous sommes devenus capables à parler à ceux qui ne sont pas encore nés, de laisser des messages qui survivront à notre mort, qui peut-être seront lus dans des siècles. Nous sommes devenus capables de construire des savoirs cumulatifs où chaque génération s'appuie sur le travail de la précédente, ajoute sa pierre à l'édifice. Sans écriture, toute la science moderne serait impossible, toute notre civilisation technologique. Mais nous avons aussi perdu quelque chose en chemin. La chaleur de la voix, la présence du corps, l'immédiateté du dialogue, la fluidité de la tradition orale. L'écriture a créé des distances entre les personnes, entre le savoir et la vie, entre les mots et leur sens profond. Elle a rendu possible des formes nouvelles de pouvoir, de contrôle, de manipulation. Elle a créé des inégalités entre ceux qui savent lire et écrire et ceux qui ne savent pas, entre ceux qui contrôlent l'écrit et ceux qui le subissent. Comme toute grande invention humaine, l'écriture est ambivalente. Elle libère et elle contraint, elle éclaire et elle aveugle, elle rapproche et elle éloigne. Ce qui importe, peut-être, c'est de rester conscient de cette ambivalence, de ne pas idéaliser l'écriture comme solution à tous les problèmes, ni la rejeter comme source de tous les maux. C'est de comprendre ce que l'écriture peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire, ce qu'elle préserve et ce qu'elle oublie, et de continuer à cultiver, à côté de l'écriture, les autres, formes de transmission, la parole vivante, le geste, la présence, le silence aussi. Car il y a des choses qui ne peuvent s'écrire, qui ne doivent peut-être pas s'écrire, des vérités qui vivent seulement dans l'échange direct, dans le regard, dans le ton de la voix, des expériences qui perdent leur sens dès qu'on tente de les fixer en mots, des mystères qui résistent à l'écriture, qui exigent le silence, l'écoute, l'intériorité, la trace qui demeure. Et pourtant, malgré toutes ses limites, malgré tout ce qu'elle ne peut saisir, l'écriture demeure. Les tablettes d'argile sumériennes, cuites accidentellement, dans les incendies qui détruisirent les villes, ont survécu quand tout le reste a disparu. Les papyrus égyptiens, préservés par le climat sec du désert, nous parlent encore après 3000 ans. Les inscriptions gravées dans la pierre, sur les stèles, les monuments, les falaises, résistent au temps, aux intempéries, aux siècles. L'écriture est notre manière de lutter contre l'oubli, contre la mort, contre l'impermanence de toute chose. Elle est notre tentative, peut-être désespérée, peut-être touchante, de laisser une trace, de dire « j'étais là, nous avons existé, ceci s'est passé ». Dans les grottes de Lascaux, il y a 17 000 ans, des humains ont peint des animaux sur les parois, des bisons, des chevaux, des cerfs. Ce n'était pas encore de l'écriture, mais c'était déjà le même désir, fixer, représenter, laisser une marque durable. Et ces peintures sont toujours là, elles nous touchent encore, elles établissent un lien à travers le temps, entre ces humains du Paléolithique et nous. Nous ne savons presque rien d'eux, de leur vie, de leurs pensées, de leur langue, mais nous avons leurs traces, et ces traces disent quelque chose d'universel, quelque chose qui traverse les millénaires. L'écriture est cela, une trace qui demeure quand tout le reste s'efface, un pont tendu entre les générations, entre les cultures, entre les mondes, un moyen imparfait, fragile mais réel de toucher, à l'absent, de parler à travers le silence, de résister au flux du temps. Ce soir, alors que vous glissez vers le sommeil, peut-être penserez-vous aux scribes sumériens, penchés sur leurs tablettes d'argile à la lueur des lampes à huile, aux moines médiévaux copiant des manuscrits dans leur scriptorium silencieux, préservant le savoir à travers les siècles obscurs, aux premiers imprimeurs, arrangeant leur caractère mobile, donnant naissance
à des livres qui changeraient le monde, à tous ceux qui, à travers les âges, ont tracé des signes dans l'espoir qu'ils seraient lus, compris, transmis. Et peut-être réaliserez-vous que vous faites partie de cette longue chaîne, que vous aussi, quand vous écrivez même un simple message, et vous participez à cette tradition millénaire, vous laissez votre trace, aussi modeste soit-elle, dans le grand livre de l'humanité, et que cette trace, d'une manière ou d'une autre, demeurera, peut-être pas pour l'éternité, rien n'est éternel, mais pour un moment, pour un temps, et parfois, un moment suffit. Si ce voyage à travers l'histoire de l'écriture vous a apaisé, si ces réflexions sur la trace et la mémoire vous ont accompagné doucement, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant à Sommeil et Savoir. Maintenant, laissez votre esprit dériver, laissez les images de tablettes d'argile, de papyrus anciens, de manuscrits enluminés se mêler à vos rêves. Dormez paisiblement, entouré par les échos de toutes ces voix devenues traces, bercé par le murmure des mots qui traversent le temps, et que vos rêves vous emmènent dans ces lieux où la parole devient pierre, où la pensée devient signe, où l'éphémère touche le durable. Bonne nuit.